Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis ravie d'animer cette rencontre ce soir avec Yvan Jablonka. Je dois vous dire un peu la genèse de ce qu'on vit ici, c'est qu'on s'est déjà rencontrés par les ondes, puisque j'ai reçu Yvan Jablonka dans mon émission sur la première il y a quelques jours. Donc on a commencé une conversation qui ne tournait pas tellement autour de l'exil, mais qui tournait autour d'un camping-car et autour de beaucoup d'autres sujets, et notamment du parcours d'Yvan Jablonka. Je me suis forcée à ne pas poser trop de questions sur l'exil au moment de l'émission pour pouvoir me les réserver pour ce soir et vous les réserver pour ce soir. Donc ce que je vous propose de faire, c'est qu'on a à peu près 1h30, un peu moins, pour toute cette discussion. On va peut-être discuter tous les deux pendant une petite heure, et puis après il y aura un petit moment de questions. Je vous encourage à nous poser les questions qui vous viendront à ce moment-là. On aura un bon moment d'échange avant le moment d'échange plus informel autour d'un verre. Merci beaucoup d'être là. Je suis contente de vous voir, enfin, puisque nous ne nous sommes pas vus pendant 1 heure d'émission. Je me disais que pour commencer cette discussion autour de l'exil, on pourrait essayer de décrire ce qu'était cet exil, entre guillemets, que vous avez vécu en camping-car pendant votre enfance. Bonsoir à tous, je suis moi-même très heureux d'être là ce soir et je vous remercie pour votre présence. Je voudrais remercier aussi la maison Rousseau et de la littérature et Eva Cousido pour leur invitation. Et merci à vous, Mélanie Croubaillon, pour votre lecture, pour vos questions inspirantes. C'est vrai qu'on a parlé on a parlé 1 heure dans l'émission de Mélanie, et comme je lui disais tout à l'heure, j'ai dit des choses qui étaient pour moi assez intimes, enfin, que j'ai pas l'habitude de dire publiquement. Mélanie, avec son talent, sa chaleur, a réussi à me faire parler de mon père, par exemple, ou des rencontres intellectuelles qui ont compté dans ma vie. Et quand je suis sorti du studio à Paris, je me suis dit, c'est bien la première fois que je dis tout ça publiquement. Il n'y a pas, j'en suis ni fier ni honteux, mais enfin, en tout cas, voilà, je le dis comme témoignage de ma gratitude. On partait en vacances dans un camping-car. Cette observation, qui pourrait sembler banale, m'a inspiré un livre, et j'ai voulu raconter, après l'histoire de mes grands-parents, après l'histoire de Laetitia, une page plus heureuse de mon histoire, de notre histoire. J'ai voulu parler des vacances, j'ai voulu parler du soleil, j'ai voulu parler des retrouvailles en famille, des découvertes et aussi du nomadisme, cette forme d'exil. Et tout ça était important pour moi, d'abord parce que c'était une manière d'évoquer mon enfance, et j'ai eu le sentiment d'être en quelque sorte arraché à mon enfance, et donc ça m'a fait plaisir de la retrouver l'espace d'un livre. Et puis c'était aussi comme une respiration pour moi, parce que j'ai fait plusieurs livres à la tonalité tragique, en tout cas grave. J'ai parlé successivement de mes grands-parents et de Laetitia qui ont été assassinés tous les 3. Et c'était important pour moi de proposer à mes lecteurs, mais aussi à moi-même, cette respiration sous la forme d'une parenthèse enchantée, ces vacances. C'était dans les années 80, et en gros de 6 à 16 ans environ, j'ai passé mes vacances d'été avec mes parents, mon jeune frère et d'autres amis en camping-car. On a traversé à peu près tout le bassin méditerranéen par le nord, par le sud et aussi par l'est. Et c'était des vacances magiques, enchanteresses, et ça tient à des choses très simples, mais qu'il m'importait de rappeler. Le soleil, le mois d'août, la détente, les retrouvailles avec le bassin méditerranéen, son temps toujours sec et ensoleillé, son régime alimentaire toujours sain. Et puis, je crois qu'il y avait quelque chose de plus profond aussi dans cette joie des vacances, dans cette joie d'enfance, c'est que mes parents, et mon père en particulier, étaient heureux. Et j'ai rarement vu mon père heureux.
mon père est quelqu'un de drôle, comique et enjoué, mais c'est pas quelqu'un d'heureux. Enfin, on pourrait caractériser cette personnalité en parlant de clown triste. En tout cas, quand on était en camping-car, là je sentais qu'il était absolument, inconditionnellement heureux. Et s'il l'était, c'était que lui-même sans doute était content de retrouver le soleil, la mer et des pays plus ou moins exotiques. Mais s'il était heureux, je crois que c'est surtout parce que nous l'étions. Et pour lui, le bonheur, c'était de voir ses enfants heureux. Et inversement, si j'étais heureux, c'est que je ne sentais plus l'angoisse de mon père. Et si j'étais heureux, c'est sans doute que lui-même l'était. Bref, vous comprenez le miracle de ces vacances, c'est la circularité des bonheurs. Moi, j'étais heureux parce que mon père l'était, et lui était heureux parce que il pensait que nous l'étions. Et vous le mentionnez d'ailleurs dans les livre, vous dites, vous parlez de votre père qui vous dit tu n'étais pas heureux quand tu étais petit, et vous vous rendez compte en l'écrivant que en fait c'est lui qui n'était pas heureux, et que vous auriez préféré qu'il vous dise je n'étais pas heureux. Pendant toute mon enfance, mon père nous a dit d'abord qu'on n'était pas heureux, mon frère et moi, et ensuite, quand on est devenu adulte et père à notre tour, il nous a beaucoup dit moi-même, j'étais pas un bon père. Et cette phrase m'a toujours été pénible, parce que d'abord, je pense que globalement, il a été un bon père. Il partait avec de lourds handicaps, et surtout, il n'avait pas de modèle lui-même, après tout. Il a eu un père, mais jusqu'à l'âge de 2 ans, après quoi ce père a disparu, bien malgré lui. En tout cas, mon père n'avait pas vraiment de modèle. Et pour un père qui n'a eu aucun modèle, je trouve qu'il a à peu près, on va dire, rempli les formes de contrat que peut revêtir la paternité aujourd'hui. Enfin bon, il a été présent, il a été à la fois drôle, tendre, il m'a appris 2-3 choses. Enfin bon, bref, c'est quand même pas mal pour un père. Et puis surtout quand je vois d'autres pères qui, avec eux, des bons modèles, n'ont pas été spécialement plus brillants que lui. Et ça m'a toujours été très pénible quand lui-même disait j'ai pas été un bon père. Il le disait souvent en larmoyant, enfin de manière un petit peu comme ça, comme s'il jouait la comédie. Ça m'a été pénible parce que pour moi, c'était une manière de me dire qu'il n'était pas heureux, il n'était pas bien dans sa paternité, et ça instaurait une relation, une discussion entre lui et moi qui n'avait pas lieu d'être. Et vous avez sans doute tous, en tant que enfants, petits-enfants ou parents, enfin bref, je crois qu'on a tous plus de 30 ans dans cette salle, il y a toujours une relation pénible qui s'instaure avec les parents quand les relations se renversent et puis que vous devenez en quelque sorte les parents de vos propres parents. C'est-à-dire parfois, l'âge passant, les parents vieillissent et puis ils se mettent, sans vous l'avoir demandé, dans la relation de l'enfant aux parents, mais c'est quelque chose de tout à fait... c'est inversé. Parfois, on voit aussi que des parents qui ont divorcé se mettent à parler à leurs enfants de leur relation amoureuse, et puis aussi quand les parents vieillissent, tout à coup, c'est eux qui deviennent les enfants de leurs propres enfants qui eux deviennent leurs parents. Bref, une relation pénible, moi qui m'a toujours mis mal à l'aise, et quand mon père me disait successivement « tu n'étais pas heureux » et moi-même j'étais pas un bon père, j'avais l'impression qu'il y avait comme ça cette relation perverse qui s'instaurait. Et pour revenir à des choses plus heureuses et plus gaies, si mon père était heureux, c'est parce qu'il sentait que nous l'étions, parce qu'il y avait la mer, il y avait la liberté et il y avait la joie de vivre d'un mois d'août. Mais je crois aussi plus profondément qu'il retrouvait dans notre enfance la sienne. Mon père a eu 2 formes d'enfance. Il a eu une enfance tragique, puisque ses parents ont été déportés et assassinés quand il avait 2 ans et demi, en 1943. La tragédie à l'état pur. Et la deuxième phase de son enfance, ça a été dans des foyers juifs communistes dans les années 50. Et là, c'est un passage, un moment plus heureux de sa vie, de son enfance, puisque dans ces maisons d'enfants, il a retrouvé une forme d'équilibre. Je ne dirais pas de joie de vivre, ce serait un peu excessif, mais en tout cas d'équilibre. Il était avec une 50aine
de copains, copines, tout aussi orphelins que lui. Et c'était comme je me le figurais quand il nous parlait quand j'étais petit, c'était comme une espèce de grande colonie de vacances qui s'arrêterait jamais, et qui durerait aussi pendant l'année scolaire, sauf que cette colonie de vacances n'était composée que d'orphelins de la Shoah. Et dans ces années 50, il a pu retrouver une forme d'équilibre, je crois que c'est ce qu'il a sauvé. Et ce qu'il a sauvé, c'est de retrouver une forme de vie familiale collective avec des moniteurs, des monitrices, dans des maisons souvent grandes, vastes, avec des jardins, parfois des villas, parfois des châteaux. Ces semi-colonies de vacances, ces républiques d'enfants où on était à la fois libre et heureux. Et quand nous, on était en camping-car dans cette espèce de grand jardin qui est le bassin méditerranéen, ce grand jardin d'Éden qui recommençait tous les ans, on était avec des amis, des enfants, et cette république d'enfants renaissait. Et c'est ça qui rendait, je crois, mon père si heureux, c'est qu'il avait l'impression qu'on retrouvait l'enfance qu'il avait eue, l'enfance qu'il avait sauvée. C'était la résilience, le sauvetage toujours recommencé. Et c'est ça, je crois, profondément qui le rendait heureux. Et vous comprenez pourquoi, au-delà de ces vacances solaires, au-delà de cette parenthèse enchantée, il y a eu comme un miracle, comme une revanche sur l'histoire, sur le destin des Juifs et des peuples nomades. Et c'est ça, sans doute, qui m'a rendu heureux l'espace de quelques mois dans mon enfance. On tentait au tout début de cette conversation de définir l'exil. J'aimerais qu'on ramène justement cette conversation à l'exil. Et je me demandais, en vous écoutant parler, dans quelle mesure cette enfance de votre père et ces vacances que vous avez vécues en camping-car était un exil. Est-ce qu'on pourrait dire un exil heureux, peut-être? Le camping-car est l'outil de l'exil. Le camping-car est l'outil du nomadisme. Le camping-car, il faut en avoir... il faut avoir conscience de la matérialité du camping-car. Le camping-car, c'est, enfin en tout cas le nôtre, c'était un Volkswagen, un combi Volkswagen T3 pour les amateurs, c'est-à-dire en gros c'est grand comme aujourd'hui ce serait l'équivalent d'une Peugeot C4, d'une Citroën C4 ou d'une grande Renault Espace. Donc en gros 6 mètres cubes habitables, ce qui n'est pas énorme, ce qui correspondrait, voilà, vous l'avez là, ça correspondrait à une toute petite salle de bain dans un appartement moderne d'aujourd'hui. On pouvait tenir à 5, donc notre famille n'était composée que de 4 membres, mes parents, mon frère et moi, mais on pouvait tenir à 5 pendant la nuit, et pendant le jour, sur les routes, on pouvait facilement tenir à 8, 9, 10. C'était un peu serré, mais enfin en tout cas c'était facile de se serrer dans un grand camping-car comme celui-là. On pouvait donc dormir n'importe où. On a dormi aussi bien près d'Olympie ou de Delphes en Grèce que sur des débarcadères, dans des campings officiels bien sûr, mais aussi sur des parkings, au bout de jetées ou encore dans la rue. Donc ça aussi, c'était une liberté très, très forte, très puissante, très impressionnante pour l'enfant que j'étais. Il suffisait de couper le contact et puis on pouvait dormir, on pouvait passer la nuit sur place. Et puis, il y avait aussi une certaine autarcie, une certaine autosuffisance, parce qu'il y avait un réservoir d'eau, il y avait 2 petits feux qui permettaient de cuire, de faire des pâtes ou de faire du riz. Il y avait un petit frigo. Et donc on pouvait comme ça être en autarcie pendant à peu près 48 heures ou un petit peu plus, après quoi il fallait quand même refaire le plein d'essence ou d'eau, ou aller au supermarché. Et ça permettait aussi une très grande liberté, c'était une manière comme un sous-marin, et c'est pour ça que mon camping-car me fait parfois l'effet d'un Nautilus, parce que c'était une manière comme ça d'être en plongée, en autarcie, et ça faisait partie concrètement, matériellement, de ce sentiment de liberté. Et puis, on pouvait aussi ouvrir la porte coulissante, aller se balader, aller se baigner ou aller se balader dans une forêt, dans une pinède, et puis on remontait, on fermait la porte coulissante et on repartait pour de nouvelles aventures. Donc un sentiment de liberté extrême
associé à ce que je définirais comme le nomadisme. Un nomadisme assumé, volontaire, et un nomadisme surtout qui s'associait pendant l'année à une sédentarité totale. On habitait à Paris, on avait un appartement comme des millions d'autres Parisiens et des millions d'autres Européens à cette époque-là. Donc au fond, on était des sédentaires. Mais l'espace d'un été, on redevenait des nomades. Et c'est ça sans doute qui faisait tout le charme de ce camping-car. Je pense que la vie de ceux qui sont nomades à 100% est une vie beaucoup plus difficile. Mais nous, justement, on n'avait que le meilleur. C'était le nomadisme volontaire, le nomadisme estival, le nomadisme haussien, comme on dit aujourd'hui. Et c'était beaucoup plus facile, agréable de jouer comme ça avec les modes de vie. Et j'aime à croire que c'était une fidélité aux routes de l'exil, même peut-être une fidélité au judaïsme. Nous qui étions bien peu juifs dans la religion, nous étions juifs par l'histoire, par la culture, par la cuisine et peut-être par l'humour, mais certainement pas par la religion. Et le camping-car est, ça me plaît de le croire, une forme de fidélité à ce judaïsme des origines où le peuple est exilé involontairement, et non pas volontairement comme nous, un peuple de l'exil. Et là, on retrouve aussi, par-delà les millénaires, tous les peuples qui ont été exilés de manière plus ou moins volontaire, les Juifs, les Roms ou encore les Arméniens. C'est vrai que quand on lit votre livre, on ne peut pas s'empêcher de faire le rapprochement entre l'enfance de votre père et ses vacances en camping-car. Vous le faites vous-même d'ailleurs en écrivant. On peut aussi établir une filiation entre le juif errant, les juifs déportés et ces vacances en camping-car, ces gens voyageurs, nomades, comme vous l'avez dit, et puis d'autres communautés, hein, les hippies, les pionniers, les Indiens aussi. Vous comparez à un moment votre campement à un campement indien. Toutes ces communautés, ce sont des communautés finalement de l'exil. Et puis aussi, il y a ce va-et-vient entre votre histoire personnelle, qui est celle-là, donc l'histoire de votre père, de vos grands-parents, la vôtre, et l'histoire avec un grand H, avec l'histoire du juif errant, l'histoire des hippies, l'histoire des Indiens, l'histoire des cow-boys, des pionniers, etc. J'ai été frappée par ce que vous disiez à l'instant, par le mot liberté, dans ce que vous disiez à l'instant. Il est revenu beaucoup de fois, et je me demandais quel était le rapport de l'exil et de la liberté. Il ne faut pas avoir un romantisme de l'exil. Dans la plupart des cas, l'exil est subi et se fait sur fond de tragédie. Des guerres, des exodes, des débâcles militaires et bien sûr des génocides. C'est ça l'exil. Et ma famille a été frappée par ces tragédies. Ça a fait l'objet de plusieurs livres en tant que tel, de ma part. Mais le camping-car, c'était le versant heureux et volontaire de l'exil. C'est pour ça que il m'importe de faire cette précision, parce que sinon, on se perd dans un romantisme de mauvais aloi. Une fois que on est dans une société riche, démocratique et en paix, c'était mon cas, je suis né en 1973, sans doute à une des périodes les plus heureuses de l'Europe au XXe siècle, et bien une fois qu'on a fait ce constat, alors on peut jouer à l'exil. Et d'une certaine manière, nous jouions à l'exil, à l'exode, au nomadisme, et c'est pour ça qu'il était tout simplement si heureux. Alors je dis que nous jouions, nous l'assumions, nous le voulions, nous cherchions les routes de l'exil. Et c'était, de ce point de vue-là, volontaire. Et c'est pour ça que c'était si heureux, c'était si léger, c'était si facile d'associer le camping-car, les baignades, les grillades au feu de bois sur une plage, ou la découverte de fruits exotiques que j'ai découvert à cette époque-là, par exemple les figues de Barbarie. Ça a fait la poésie, la joie de ces vacances. Et c'est vrai que moi j'ai eu la partie facile de l'exil et donc la liberté. Quelqu'un qui part en exil parce qu'il a été privé de sa nationalité, quelqu'un qui part en exil parce que c'est la guerre chez lui, n'est pas libre.
En tout cas, c'est une liberté négative. C'est une liberté qui attend de pouvoir s'enraciner dans un pays riche et en paix. Mais une fois qu'on a la chance, comme moi et mes parents dans les années 70, d'avoir une nationalité reconnue et un État qui vous protège, alors effectivement, ça devenait fantastique de rejouer sur le mode heureux, sur le mode majeur, ce que nos aïeux avaient vécu sur le mode mineur et sur le mode tragique. Et c'est pourquoi le camping-car, avec sa dérive heureuse et sa joie de vivre, était le contraire du wagon plombé qui vous déporte vers Auschwitz. Le camping-car, c'était une dérive heureuse, joyeuse, vers la joie, l'intégration familiale, le contraire donc de la déportation, qui est tout le contraire, qui est un voyage forcé vers la mort. Et mon père, dont les parents sont partis vers la mort en wagon plombé, mon père, lui, avait choisi non seulement le camping-car, mais le camping-car de marque allemande, le Volkswagen. Et là aussi, je crois, il y a quelque chose d'émouvant, en tout cas de frappant, à voir que mon père, lui, a choisi cette marque allemande, cette automobile allemande, et puis ce génie de l'organisation allemand. Le camping-car, c'était un espace tout à fait rationnel, logique, où tout avait sa place. J'ai parlé des petits feux, du petit frigo. Je pourrais aussi parler des petits couverts de dinette, des petites armoires, enfin bref, des petites penderies où tout était comme ça, logique à sa place. Et le génie de l'organisation allemand était utilisé, mis au service, non pas du crime de masse, mais de l'intégration familiale et de la joie de vivre estivale. En même temps, vous êtes gonflé de comparer un wagon plombé et un camping-car. Je les oppose au contraire. Oui, mais enfin, vous tirez un parallèle quand même, vous mettez comme ça. Mais on n'a toujours pas peut-être défini ce que c'était que l'exil, et je vais peut-être vous taquiner un peu en vous disant que finalement cet exil-là n'était pas vraiment un exil en camping-car, puisque un exil, par définition, on ne sait pas quand on va en sortir. Absolument, c'est ce que j'ai voulu dire tout à l'heure en disant que c'était la partie heureuse d'un exil volontaire. C'était d'autant moins un exil que nous avions une maison, enfin un appartement à Paris, et que dès la fin du mois d'août, on y retournait, et puis c'était les vacances scolaires, c'était l'année scolaire qui recommençait, mon père qui devenait plus sombre et qui disait qu'il était un mauvais père, et les choses recommençaient un petit peu comme à l'ordinaire. Et puis il fallait attendre l'été suivant pour qu'au contraire le jardin et l'exil renaissent. Donc oui, vous avez raison, d'une certaine manière, c'était pas vraiment un exil, je dirais plutôt que c'était une forme de nomadisme, c'était une dérive heureuse et insouciante autour d'un point central, Paris, la France. Et comme je l'écrivais de manière un peu surprenante dans mes journaux de voyage, à la fin du mois d'août, nous retournions dans mon pays natal. Il y a cette expression revient souvent sous ma plume quand j'avais 12 ou 15 ans, et elle ne laisse pas de m'étonner maintenant que j'en ai 30 de plus. Quelle drôle d'idée de dire mon pays natal. Alors bien sûr, la France est mon pays natal, mais c'est une expression un peu romantique, un peu vieillotte, et je ne me l'explique que par cette espèce de jeu un peu volontaire qui consistait à dire je suis un exilé, mais qu'on se rassure, j'ai une terre natale. En tout cas, je crois ça traduisait quand même cette conscience de jouer avec une histoire comme ça, comme on joue aux cow-boys et aux indiens, et que c'est une manière de parodier une histoire véritablement tragique. Je crois que moi, je jouais justement à l'exil, sachant que ce n'était qu'un nomadisme estival. Cependant, pour aller cette fois dans le sens opposé, c'était quand même une forme de déracinement, de dépaysement, parce que quand je comparais mes vacances à celles de mes camarades, je voyais à quel point nous étions des déracinés. Des déracinés volontaires. Mais je peux vous dire que les enfants, les rejetés de la bourgeoisie parisienne, avec qui je faisais ma scolarité dans un collège et un lycée d'un arrondissement tout aussi bourgeois de Paris, eux, ils avaient des vacances beaucoup plus bourgeoises. Ils allaient chez leur grand-mère
en Bourgogne ou en Bretagne. Ils allaient au Club Med. Ils passaient 2 mois dans un village, de vacances, ou dans un bungalow, ou dans un camping. Et moi, ces vacances me déplaisaient, me faisaient horreur. Je me disais, mais qu'est-ce que 2 mois, comme ça, rester 2 mois dans un endroit et n'en pas bouger. En tout cas, moi, j'avais pas envie de ça. Et là, je retrouvais un véritable déracinement dans notre camping-car, parce que pour eux, c'est moi qui avais des vacances horribles, des vacances de prolétaires, des vacances ridicules, comme je le sentais assez souvent. Parce que pour eux, camper ou être dans un camping-car, c'était quelque chose d'un petit peu ridicule. En tout cas, eux n'auraient vraiment pas changé leurs vacances contre les miennes. Et je sentais justement dans cette différence de vacances, dans cette guerre des vacances, si vous me permettez cette expression, qu'il y avait derrière, au-delà de ces vacances, il y avait des enjeux sociaux, il y avait tout simplement des classes sociales. Moi, j'étais dans une famille bourgeoise, certes, mais bourgeoise par la culture et les diplômes, certainement pas bourgeoise par l'argent, le patrimoine et le capital que nous n'avions pas, ni sous la forme d'une Mercedes, ni sous la forme d'une maison de campagne. Du reste, mes grands-parents étaient morts. Et ils avaient d'autant moins une maison de campagne. Et donc, je sentais par cette comparaison estivale, cette comparaison de villégiature et de vacances, que derrière tout ça, il y avait des formes des modes de vie. Et je suis content d'avoir eu ce mode de vie-là plutôt qu'un autre. Et en ce sens, je remercie mes parents. C'est ce qui me fait dire que mon père, en particulier, a été un bon père, même s'il fait entendre des jérémiades contraires, parce que justement, il nous a offert ces vacances, et des vacances justement qui nous décentraient, qui nous dépaysaient, qui nous faisaient perdre notre centralité parisienne et bourgeoise. Et ça, je crois que c'est une grande chance que j'ai eue. Et ça, c'est peut-être aussi un point commun avec l'exil. Même si ce n'était pas un véritable exil que vous viviez dans ces vacances en camping-car, il y avait le fait d'être un peu déraciné, un peu perdu, un peu désorienté. J'ai relevé d'ailleurs des expressions dans votre livre. Vous parlez de précarité, vous parlez d'être un étranger, vous parlez de « nous venions toujours d'ailleurs », nous étions des oiseaux de passage, vous parlez de décalage permanent. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y avait peut-être des points communs dans ces vacances avec un exil ? Vous me reposez une question proche de celle que vous m'avez déjà posée. Oui, c'est vrai, mais j'aurais creusé parce qu'on n'avait pas tout à fait répondu. Je vais avoir du mal à faire d'autres variations parce que je crois avoir dit ce que je pensais sur le sujet. On va creuser sur autre chose. Mais je vais quand même répondre à votre question, avec plus beauté en touche. Il y a, je crois, dans ce sentiment de l'exil, ou plus largement du dépaysement, du décentrement, des choses très concrètes. Et c'est ça qui a peuplé mon enfance, c'est l'idée que des notions abstraites, la liberté ou l'exil, ont des traductions très concrètes. Et ça, je crois que c'est une autre chance que j'ai eue, enfin c'est la chance que le camping-car m'a donnée, c'est que très rapidement, des notions qui pour d'autres enfants étaient des notions vagues ou abstraites, ont très tôt pour moi revêtu un poids de vie humaine. L'histoire, par exemple. L'histoire, pour moi, très tôt, ça a été soit la mort de mes grands-parents, soit les temples antiques qu'on visitait en Grèce, en Italie, ou encore au Maroc et en Turquie. Très tôt, j'ai su que la Grèce était en fait hors de Grèce. Il y a des temples antiques grecs en Italie du Sud ou en Sicile. Il y a des ruines romaines au Maroc. Bon, je l'ai su assez tôt, parce que j'ai eu la chance de pouvoir visiter ces sites antiques. Et ça a donné une forme concrète à l'histoire. De même, à l'exil, et là je réponds à votre question, j'ai compris très tôt ce à quoi peut ressembler l'exil. Alors pas l'exil tragique de mes grands-parents, mais ce jeu d'exil, cette parodie d'exil, ce plaisir d'exil auquel nous jouions, sous la forme des modes de vie et du sommeil, par exemple, ou de l'hygiène. Des choses vraiment très concrètes. Par exemple, on passait les 3 semaines de l'été à dormir dans ces 6 mètres cubes que j'ai évoqués. Alors nous, les enfants, on trouvait ça très bien. Et pour mes parents, je me dis que ça devait être pénible. Enfin moi, c'était insupportable de passer 3 semaines avec ma femme et nos 3 filles dans un espace aussi
enfin aussi, pour moi ce serait de la promiscuité, quoi. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas de camping-car. Hein. J'aime bien le camping-car, mais enfin je n'ai plus fait ni camping-car, ni naturisme comme nos parents nous le faisaient faire. Enfin, je n'ai plus jamais fait ça et je ne le referai plus parce que j'ai pas envie d'imposer ma nudité et de voir la nudité de mes filles en vacances. J'ai pas envie, enfin même dans la vie quotidienne d'ailleurs. Et j'ai pas non plus envie d'être à ce point-là dans une promiscuité avec mes enfants. Bon. Et ça, vous voyez, c'est des choses, c'est peut-être un effet de génération, ou peut-être que moi je suis devenu tellement un bourgeois à tous égards que j'ai plus envie de cet exil-là. En tout cas, c'est quelque chose qui, à l'âge d'homme, me frappe à 30 ans de distance. Et même pour l'hygiène, alors je vous ferai peut-être sourire ou grimacer selon votre culture, mais on ne se lavait pas tous les jours. On se lavait même parfois une fois par semaine, où les baignades dans la Méditerranée tenaient lieu tout simplement d'hygiène. Alors je ne sais pas très bien comment mes parents faisaient, et je ne leur ai pas posé la question pour ce livre, mais moi je peux vous dire qu'on ne se lavait pas souvent enfant. De temps en temps, contraint et forcé, on nous envoyait à la douche, et encore, c'est quand on était dans un camping officiel, parce que sinon on faisait très souvent du camping sauvage, donc il n'y avait pas de douche. Je ne sais pas très bien comment on faisait, mais là encore, 30 ans plus tard, j'aurais pas très envie que mes filles ne se lavent qu'une fois par semaine. D'ailleurs, je me bats contre elles aujourd'hui pour qu'elles se lavent plus d'une fois par semaine. Voilà, alors, c'est des choses, vous voyez, l'exil, c'est ça aussi. Mais là, je le dis en souriant, parce que l'exil, c'est des choses généralement beaucoup plus tragiques, et ça n'amuse pas les vrais exilés et les gens qui subissent l'exode, ça ne les amuse pas de se laver si peu. Mais en tout cas, quand on était dans un contexte méditerranéen, au fond, c'était plutôt rigolo. Et pour terminer sur cette question, et je crois vraiment que j'aurais satisfait votre curiosité, je crois que c'est aussi quelque chose qui m'a forgé dans mon éducation. Je crois que le camping-car et l'exil du camping, ou en tout cas ce nomadisme du camping, c'était comme un espace-temps qui vous apprend la vie, et une certaine vie, un certain mode de vie, une certaine éducation dans la vie. Pourquoi ? Parce que au-delà même de l'hygiène, il y a les besoins naturels. Et ça aussi, ça fait partie du camping-car. Moi, je me souviens quand j'étais enfant, je me souviens être allé pisser dans la nature, dans la mer ou dans une pinède ou derrière une dune, mais des centaines de fois. Et ça, je crois que ça fait aussi partie de cette expérience très concrète de ce que c'est que de ne pas être entre quatre murs. Et je crois que, plus généralement, au-delà du plaisir de l'enfant, sur lequel je ne reviens pas, je crois qu'il y a quelque chose de très profond, c'est que ne pas se laver pendant plusieurs jours ou être obligé d'aller pisser derrière une dune, je crois que ça vous fait perdre toute prétention, toute morgue, toute arrogance, et ça vous guérit à tout jamais de faire partie de ces prétendues élites. Et je crois que ça aussi, ça a été très important pour moi, et c'est en ce sens que le camping-car a été une école de vie. Et 30 ans ou 35 ans plus tard, je n'ai aucun sentiment de faire partie d'une élite, et je n'ai pas non plus un sentiment de connivence entre les élites. Je crois, au-delà, là je vais un peu dériver, mais je crois que nos sociétés sont malades de cette connivence entre élites intellectuelle ou économique ou politique, et ce sentiment de connivence, je ne l'ai pas. Alors j'ai conscience quand même de faire partie des élites, ou en tout cas des élites au sens intellectuel, mais en tout cas, je n'ai jamais eu, grâce au camping-car, cette connivence, parce que tout simplement, le camping-car a été cette école de vie populaire, nomade et dans l'exil, et que c'était quelque chose, c'était comme un remède de beaucoup de maladies sociales auxquelles j'ai échappé grâce à ça. Justement, en parlant de migrants aujourd'hui, c'est vraiment les exilés d'aujourd'hui, les exilés de 2018, sont ces migrants qui arrivent chez nous, qui quittent des pays en guerre. C'est vraiment de l'exil. Comment vous les regardez, vous, à la lumière de cette expérience d'enfant ? Vous avez ça en tête quand vous les regardez, ces choses très concrètes ? Vous voulez dire aujourd'hui avec mes yeux d'enfant ou à l'époque ? Aujourd'hui
Alors, en tant qu'adulte. enrichi de cette expérience en tant qu'adulte? Ça m'inspire de la tristesse, parce que ça renvoie à des situations dramatiques que tout le monde connaît. Ça renvoie aussi à des débats de société qui sont brûlants. La question est de savoir si une société démocratique, la nôtre, la vôtre, les nôtres, a le droit de débattre sur la question de l'immigration. Et ce que je voulais vous poser, pardon pour vous interrompre, plus précisément comme question, c'est, après ce que vous venez de nous raconter sur ces choses très concrètes qui font le quotidien de l'exilé ou du migrant, les besoins naturels, se laver, etc. Est-ce que vous, Yvon Jablonka, adulte, vous avez une expertise supplémentaire? En tout cas, si j'ai une expertise supplémentaire, je n'oserais pas faire une comparaison tant elle serait obscène. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer d'un côté mes vacances de petit Nanty en camping-car Volkswagen et de l'autre des gens qui se noient dans la Méditerranée. La comparaison serait inacceptable. Maintenant, du point de vue de mon expertise, c'est une expertise d'historien qui renvoie beaucoup moins à mes propres vacances qu'à mes grands-parents, tout simplement. Mes grands-parents, c'était les Syriens d'il y a 70 ans, ou plutôt les Syriens d'aujourd'hui sont les Juifs d'hier, par-delà les cultures et les religions. Et là, si vous me demandez mon expertise, alors oui, j'en ai une, parce que j'ai étudié la vie de mes grands-parents dans les années 20 et 30, et je sais ce que c'est. Je sais de manière, par l'intermédiaire des archives et des témoignages, je sais ce que c'est que l'exil tragique de millions de personnes chassées par la dictature, la guerre et les massacres de masse. C'est tout simplement l'histoire de mes grands-parents noyés dans des millions d'autres histoires. Ça s'est terminé par la mise à mort dans le cas de mes grands-parents, et pour le coup, c'est pas exactement la même chose qu'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des dizaines de milliers de morts, mais aujourd'hui, les dizaines de milliers de morts n'arrivent pas dans des conditions aussi criminelles qu'au milieu des années 40. C'est, je crois, la seule expertise que je peux apporter, mais du point de vue du camping-car, vraiment, je préfère me taire. Attardons-nous un moment sur vos grands-parents, justement. Il me semble qu'on peut tracer différents types d'exil. Cet exil de vos grands-parents, l'exil du déporté, l'exil de votre père qui était plus un exil d'orphelin que d'enfant de déporté. En quoi on peut rapprocher ces deux types d'exil? Ils sont différents, ce sont des exils différents. J'ai parlé de mon propre exil estival et je n'y reviendrai pas. L'exil de mes grands-parents, c'est un exil qui s'est fait de manière dramatique et là encore, très concrète. Mes grands-parents ont été incarcérés, jugés, condamnés, puis emprisonnés au tout début des années 30 en Pologne pour crime contre l'État. Donc c'est un chef d'accusation extrêmement grave. Et le crime contre l'État, à l'époque, ça recouvrait simplement la propagande communiste. Alors vous serez peut-être surpris de cette distorsion, mais si on se place du côté du code pénal polonais des années 30, les communistes souhaitaient que la Pologne soit transformée en république socialiste soviétique, c'est-à-dire rattachée à l'Union soviétique stalinienne de l'époque. Et c'était une manière, en fait, de détruire l'État polonais et de le rattacher à l'Union soviétique. Donc, ça vous explique ce chef d'accusation qui paraît aujourd'hui démesuré par rapport à la simple propagande communiste dont se rendaient coupables mes grands-parents. Ils ont fait quelques années de prison, à l'âge de 20 ans, à l'âge où aujourd'hui nos jeunes font des études ou voyagent. Mes grands-parents étaient en prison, puis ils ont été libérés. Ma grand-mère en état de dépression, ce qu'on appellerait aujourd'hui la dépression nerveuse, enfin c'est ce que décrit en tout cas son dossier pénitentiaire. Et puis mes grands-parents très rapidement sont partis en France sans visa, sans argent, sans autorisation, sans point de chute en France. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'exil dans les années 30. Donc dans la manière la plus complexe, la plus douloureuse, la plus tragique qui soit, ils traversent l'Europe sans argent, sans papier, sans visa. Ils débarquent en France et là, ils arrivent dans une espèce de taudis. Ils essayent de refaire leur vie comme ils peuvent.
mais très rapidement, ils ont des enfants, ils n'ont pas le droit de travailler. La Deuxième Guerre mondiale éclate, mon grand-père s'engage volontairement, et donc il devient un soldat de l'armée française bientôt en déroute, dès le mois de mai-juin 1940. Et puis, l'occupation et la guerre les coincent en France. Il est probable que mes grands-parents avaient, dans un deuxième temps, l'ambition de rejoindre l'Argentine, où ils avaient d'autres frères et où ils avaient des frères et sœurs. Je pense que, j'en ai pas la preuve, mais je pense que c'était leur espoir. Ils voulaient rejoindre l'Argentine, où là, ils auraient eu la vie sauve. Et d'ailleurs, leurs frères et sœurs ont eu la vie sauve. C'est pour ça d'ailleurs que la plus grande partie de ma famille est aujourd'hui en Argentine. Et donc, mes grands-parents paternels ont été donc bloqués en France à cause de l'occupation et de la guerre. Et puis ensuite, ce n'est plus qu'un long piège qui se referme sur eux, la misère, les rafles, ils échappent à quelques rafles, et puis mais pas à la dernière. Et puis ensuite, c'est l'aller simple pour Auschwitz. Voilà, ça a été l'exil suivi de mort qu'ont connu mes grands-parents. Pour mon père, je dirais que c'est un exil intérieur. Mon père, à part qu'il a été un orphelin, à part ça, mais c'est déjà beaucoup, il a eu une vie relativement heureuse. Évidemment, c'est paradoxal de dire ça, puisqu'il suffit de dire qu'il a été orphelin pour que sa vie ne soit pas heureuse. Mais pour le reste, sa vie a été relativement stable, heureuse, parce qu'il a eu la force de faire des études, il a eu un métier, il a rencontré ma mère, il a fait sa vie à peu près plus ou moins bien, enfin plutôt bien que mal. Et si mon père a connu l'exil, c'est plutôt un exil intérieur, l'exil de l'enfant qui a perdu ses parents, l'exil de l'enfant qui n'arrive pas à se reconstituer, qui n'arrive pas à se reconstruire, ou qui en tout cas, pendant toute sa vie, essaye de se reconstruire, de se réinventer sur le plan professionnel, social, marital, parental. Et je crois que mon père, qui a bientôt 80 ans, peut dire qu'il a plutôt bien réussi. C'est pour ça que ça m'agace quand il fait ses jérémiades et qu'il me dit « Ah, mais j'ai été un mauvais père ». Tout indique au contraire, il a plutôt été et un bon mari et un bon père, même si, comme tout le monde, il n'était pas parfait. Donc vous voyez que sur l'espace de 3 générations, on peut évoquer 3 formes d'exil, mais c'est allé de mieux en mieux, ça a été de plus en plus joyeux, de plus en plus heureux. Et au fond, on pourrait dire que l'exil, d'une certaine manière, dans ma famille, s'est éteint. Est-ce qu'on peut même parler d'exil pour moi, qui fait partie des Européens protégés comme vous et moi? Non, je pense qu'il faut s'arrêter de parler d'exil pour notre vie quotidienne. Cependant, je crois avoir une certaine sensibilité à l'exil, exil intérieur ou exil politique, pour toutes les raisons que je viens d'indiquer. On en vient à ces mots-clés qu'on avait définis pour définir l'exil, la précarité, l'étranger, le décalage permanent. Alors ça s'applique évidemment à vos grands-parents, ça s'applique à vos pères, décalage permanent dû à ce statut d'orphelin. J'en viens à vous. Et je me suis posé la question, alors vous allez me répondre, peut-être que je me trompe, mais vous êtes historien, en même temps vous écrivez sur vous êtes un historien tout à fait atypique, décalage permanent, venir toujours d'ailleurs. Est-ce que ce n'est pas un exil que vous avez appliqué à votre discipline, l'histoire? Peut-être. Je suis peut-être en exil dans ma propre discipline. Et avant de parler en ces termes un peu graves, je dois rappeler que j'étais professeur des universités à 39 ans. Donc, comme exilé, on fait bien, vous voyez. Je veux dire par là qu'il ne faut pas... Je vais expliquer pourquoi je suis en exil dans ma discipline, mais encore, il faut... Vous l'avez choisi. Certes, mais il faut que les mots gardent leur sens. Je suis ultra protégé, je suis au cœur de l'institution. Donc, une fois que je vous ai prévenu de toute cette force sociale qui est la mienne, c'est-à-dire, là encore, je fais partie de ceux qui j'ai accès à la sphère publique, je publie des livres, enfin voilà, encore comme exilé, on fait pire. Mais une fois que j'ai fait ces précisions, c'est vrai que mes livres
soit un petit peu hétérodoxe, que je défends une méthode qui me paraît intéressante, mais qui en même temps a un prix sur le plan académique, parce que tout le monde n'est pas d'accord avec moi, et puis donc il y a des controverses, ce sont des controverses nécessaires dans les sciences humaines. En tout cas, je me suis moi-même mis un petit peu en décalage, non pas avec mon institution, parce que il y a des centaines de collègues qui me lisent et qui trouvent que ce que je fais est très intéressant, etc. Mais en tout cas, je suis un petit peu en décalage avec la méthode en tant qu'elle est une norme académique. Je pense que je suis un historien comme les autres, du point de vue des grandes étapes du raisonnement historiographique. J'ai besoin de problématiques, j'ai besoin d'un objet scientifique, j'ai besoin d'archives, je fais des livres, enfin, tout ça est quand même très banal, mais je suis un petit peu en décalage avec l'académie, avec les normes académiques, parce que je dis je dans mes livres, parce que je me propose des objets qui sont relativement originaux. Je crois avoir été un des tout premiers à travailler sur mes propres grands-parents. Il y avait quand même Edgar Morin qui, lui, avait travaillé sur son père, hein, bien sûr, et puis Alain Corbin avait travaillé sur un anonyme. Mais enfin, des historiens au cœur du sérail qui travaillent sur leurs parents ou grands-parents, il n'y en a pas non plus beaucoup. Et je suis heureux d'avoir été un des premiers. Donc je me suis proposé cet objet neuf. J'ai parlé en tant qu'historien et en tant que sociologue de mon enfance. J'ai parlé dans mon livre En camping-car qu'il était beaucoup plus important pour moi d'être un enfant en maillot de bain plutôt qu'un professeur des universités en costard, en costume et cravate. Je ne sais pas si tous mes collègues diraient la même chose. Pour moi, le camping-car de mon enfance est un objet d'histoire comme un autre. Et j'ai fait un livre qui pour moi appartient complètement à l'histoire et à la sociologie, et dans un troisième temps à l'autobiographie, et dans un cinquième temps à la littérature. Pour toutes ces raisons, c'est vrai que je suis un peu en décalage. Le terme d'exil serait un petit peu excessif, mais c'est vrai que j'essaye d'être en décentrement par rapport à moi-même et par rapport à ma discipline. Donc plutôt que de parler d'exil, je parlerai de décentrement ou de dépaysement. Et c'est vrai que je suis heureux d'être en décalage par rapport aux attentes et aux attendus de ma discipline. Je pense que c'est bien, en tant que chercheur, qu'on soit un petit peu en décalage. C'est comme ça qu'on fait des découvertes, c'est comme ça qu'on fait de l'histoire autrement. Sinon, on fait de l'histoire conservatrice, de l'histoire telle qu'on en faisait il y a 150 ans, et je crois que la société ne nous paye pas pour ça. La société nous paye pour faire de l'histoire novatrice, une histoire créative, une histoire qui invente des objets, des méthodes, des sources et des problématiques nouvelles. Et je crois en tout cas que c'est de mon devoir de répondre à cette demande sociale. En ce sens, oui, je suis un peu en permanence dépaysé dans ma propre discipline, et c'est pour ça que, en faisant cette comparaison qui m'est chère avec le camping-car, je dirais que mes livres sont des espèces de grosses automobiles familiales, brinque-ballantes, qui roulent droit devant elles, qui prennent à droite, à gauche selon leur bon plaisir, et qui essayent de traverser les pays, mais aussi les disciplines, les milieux sociaux et les objets scientifiques. Voilà. Je fais des livres qui sont pareils à des camping-cars, et sur le plan individuel comme sur le plan scientifique, je traîne ma caravane.